Aujourd'hui, rejoignez-moi dans mon périple vers la pointe méridionale de l'Amérique du Sud, dans une région magique appelée Patagonie, où j'enquêterai sur la légende des géants. Le mot Patagonie veut dire grand pied? Ça alors? Sur ma route, je découvrirai des manuscrits décrivant un peuple de géants. Je monterai à cheval dans la pampa avec les légendaires gauchos. Je découvrirai des fossiles très intrigants et je m'aventurerai sur un glacier monumental. Une catastrophe à la Titanic peut arriver à n'importe quel moment. Génial, allons-y. Tout cela pour dévoiler ce qui se cache derrière la légende des géants de Patagonie. C'est colossal. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Depuis l'époque des premiers explorateurs du XVIe siècle jusqu'aux navires marchands britanniques du XVIIIe, tous les Européens qui ont parcouru la Patagonie sont revenus avec des histoires racontant la présence de mystérieux géants. Je suis Josh Bernstein et je suis venu en Patagonie, la région la plus au sud du continent américain, pour enquêter sur le lien qui unit cette terre aux récits historiques mentionnant des géants. La Patagonie est une immense région qui s'étend sur l'Argentine et le Chili. C'est une terre d'extrêmes, à la fois engageante et intimidante. De ses montagnes majestueuses à ses vastes déserts, de ses glaciers escarpés à ses lacs balayés par le vent. Tout y est épique, même ses légendes. Aujourd'hui encore, on raconte que c'est ici que vivrait une créature gigantesque. Une version surdimensionnée du Sasquatch, le Yéti d'Amérique du Nord. Depuis des siècles, les plus grands explorateurs maritimes du monde, tels que Ferdinand Magellan ou Sir Francis Drake, ont raconté avoir vu des géants qui faisaient presque 2 fois la taille des plus grands d'entre eux. Mais ces récits étaient-ils véridiques ? Pour le savoir, je rencontre le professeur Pepe Pérez Golan au musée d'anthropologie de Buenos Aires pour qu'il me montre les premières apparitions des géants dans les archives. Vous avez toute une collection? On a des tas de livres et des cartes anciennes également. Le genre de choses que les explorateurs avaient lorsqu'ils recherchaient les géants. Exactement. Dites donc. Entrez. Waouh, quelle pièce! Les récits de géants sont apparus quand? Ça a commencé avec Magellan en 1520. Un de ces hommes tenait le journal que voici. Ça dit 19 mai 1520, apparition d'un géant. Cela faisait 2 mois que nous n'avions pas vu d'habitants de ce pays. Et alors que nous ne nous y attendions pas, un homme de grande taille s'est avancé vers nous. Il était debout sur le sable, presque nu. Il chantait et dansait en se jetant du sable sur la tête. C'est la première référence à un géant. 19 mai 1520. Oui, c'est ça. Il y en a eu d'autres après? Oui, bien sûr. Ici, nous avons un journal anglais d'actualité qui en parle. 1766? C'est ça. Nous avons un livre qui a été publié ici en Argentine. Il y a des tas de gravures sur les géants. Ici, on voit un homme avec une cape en fourrure. Il est plus grand qu'un homme normal. Il est immense. Il fait presque 3 fois la taille d'un Européen. On le revoit ici. Il est assis avec les Anglais. Ils sont presque aussi grands que lui qui est assis. Ces explorateurs ont donc vraiment vu des géants? C'est pas de la fiction, ils étaient très sérieux. Oh oui, c'étaient des explorateurs, des scientifiques qui essayaient simplement de décrire ce qu'ils voyaient. On retrouve un nombre incroyable de témoignages décrivant ces géants. Et la description de ces hommes vêtus de fourrure est extrêmement détaillée. L'un des marins raconte: certains d'entre eux mesurent près de 3 mètres, si ce n'est plus. Le Commodore pouvait à peine atteindre la tête de l'un d'entre eux, alors qu'il était sur la pointe des pieds. Ce sont des hommes prodigieux, d'une corpulence et de proportions comme je n'en avais jamais vu. Et puis, ils ont trouvé ces os gigantesques. Des os de géants? C'est ce qu'ils ont cru. En 1616, les explorateurs néerlandais Jacob Lemaire et Willem Schouten trouvent 2 squelettes de près de 3 mètres chacun à Puerto Deseado.
Ils laissent les os sur place, mais la description qu'ils en font réussit à convaincre les gens qu'il existe bel et bien une race gargantuesque d'êtres humains. Grâce à tant de sources fiables, apportant le même genre de témoignages, les récits de géants sont très vite acceptés comme des faits. À tel point que les cartographes commencent même à redessiner les cartes de la région d'après les descriptions recueillies. Ici, vous pouvez voir la région des géants. La terre des géants. Oui, tout à fait. Ils l'ont appelée Patagonie à partir du moment où ils ont vu des empreintes de pas géantes. Car Patagone veut dire grand pied. Le mot Patagonie veut dire grand pied? Oui. Ça alors? Regardez cette carte britannique qui indique maintenant le nom de Patagonie. Et ici, vous le voyez aussi sur une carte française. Les Patagons. Les Patagons. Et moi qui croyais que ce n'était qu'un mythe? Non. Mais là, ce sont des gens sérieux qui parlent. Ils ont même fait des cartes indiquant leur présence. Ça n'existe pas pour les autres créatures. Il n'y a pas de carte qui dit que le Yeti habite ici ou là. Par contre, ici, on voit écrit géant, géant, géant. Les preuves sont irréfutables. Existait-il vraiment une race de géants? Qui était ce peuple si extraordinaire? Si la population indigène de Patagonie était constituée de géants, on devrait pouvoir en trouver des traces dans la culture amérindienne d'aujourd'hui. Pour explorer cette théorie, je pars pour la partie chilienne de la Patagonie où je dois rencontrer un anthropologue. Nous lui poserons la question. Je me rends au sud du Chili, à Punta Arenas, près du célèbre détroit de Magellan, pour retrouver le professeur Mario Castro. C'est un spécialiste d'anthropologie physique. Il étudie les restes des cultures anciennes. Il m'explique que les indigènes qui m'intéressent se nomment les Tehuelche. Mais comme leur population s'est éteinte, aujourd'hui nous ne disposons plus que de leurs ossements. On va prendre cette boîte-là qui renferme le squelette d'un Tehuelche. Et vous pourrez vous rendre compte de sa taille. Les scientifiques ont daté les os de la boîte et ont conclu que cet homme avait vécu à la même époque que les grands explorateurs. Nous remontons directement à la source. Le crâne me paraît relativement normal, peut-être un peu gros, mais c'est surtout la colonne vertébrale qui m'interpelle. Elle est bien plus imposante que je l'imaginais. Même chose pour la mâchoire. Nous sommes sur le bon chemin. Mario est un expert en morphologie du squelette, l'étude de la forme du squelette. Ce crâne révèle des orbites protubérantes très prononcées et suggère que la personne avait des traits très accentués. C'est cette grande avancée de l'os ici qui vous paraît significative? En effet, comparé à d'autres groupes, ces gens-là étaient beaucoup plus robustes. C'est peut-être leur front impressionnant et leur mâchoire carrée qui les ont fait passer pour des créatures étranges aux yeux des explorateurs. Mais ce n'est pas tout. C'étaient des gens extrêmement grands. En moyenne, ils mesuraient entre 1m78 et 1m80. Ça fait... Près de 6 pieds de haut, oui. Ici? En moyenne. Comparé à d'autres groupes indigènes d'Amérique du Sud, ils étaient vraiment très grands et beaucoup plus costauds. En gros, leur morphologie était plus solide et plus robuste que les autres. Oui. Mais alors les indigènes, qui n'étaient pas de la tribu des Tehuelche, combien mesuraient-ils? 1m70 environ. Les autres gens de la région Ils sont bien plus petits. Comme ça. Oui. Mario m'explique que les explorateurs espagnols étaient dans le même cas et dépassaient rarement 1m70. Moi, si je voyais une personne qui mesurait ça de plus que moi, je ne l'appellerais pas un géant. Je me dirais que c'est quelqu'un de très grand, mais pas un géant. Il faut se mettre à leur place et imaginer leur façon de penser à l'époque. Ces gens-là n'avaient pas la télé. Quand ils se sont retrouvés nez à nez avec ces individus qui ne leur ressemblaient pas en termes de couleur de peau, de traits faciaux ou de robustesse, ils ont cru voir des géants. C'était une interprétation culturelle en fait. Absolument. Voyager dans des contrées inconnues devait être intimidant, ou tout du moins déroutant. Lorsqu'ils ont vu ces hommes de grande taille et leur immense squelette, les explorateurs ont pu raisonnablement croire qu'ils étaient en compagnie de géants.
Mais dans les différents récits, on parle de ces géants comme de créatures de 3 mètres de haut, recouvertes de fourrure. D'où vient cette histoire d'homme en fourrure? C'est parce qu'ils portaient de grandes capes. Avec ça sur le dos, ils avaient l'air encore plus grands, plus forts et plus imposants que les autres Amérindiens. Comme celle-là? Oui, et nous avons ici une de ces fameuses capes en fourrure. Et si vous regardez un peu sa taille et sa longueur... Elle est énorme. Oui, elle est très grande. Ce n'est que pour une personne? C'est une seule cape pour un seul individu. Même si les Tehuelche n'étaient pas plus grands que moi, vêtus de ces capes gigantesques, ils devaient tout de même paraître immenses aux yeux des explorateurs. On comprend facilement que ceux-ci aient pu les prendre pour des géants. Mais il y a encore plus intrigant. Ce ne seraient pas les explorateurs européens qui auraient lancé ces rumeurs les premiers. Les Amérindiens, eux aussi, racontaient des histoires de géants. Mais ceux-ci n'avaient rien d'humain. Mario me dit qu'aujourd'hui encore, les célèbres gauchos de Patagonie racontent ces légendes. De descendance à la fois coloniale et amérindienne, ils continuent à transmettre de nombreuses traditions indigènes, telles que la technique des boleadoras. Voici des boleadoras, les fameuses boules utilisées par les Tehuelche en Patagonie pour la chasse. Ah oui, je connais, ce sont les 3 pierres que l'on jette comme ça? Exactement. Alors, puisque je ne peux plus parler aux Tehuelche puisqu'ils ont disparu, peut-être que les gauchos pourraient m'en dire un peu plus sur ces géants. Absolument. Ils connaissent sûrement les légendes et les mythes qui parlent des géants. Oui, j'ai comme l'impression que ces gars vont pouvoir m'aider. Je vais partir à la rencontre des gauchos qui me montreront comment lancer la bola. Bonne chance! Et qui me diront ce qu'ils savent sur les géants. Touché, bravo! La croyance selon laquelle des géants auraient vécu en Patagonie était tellement répandue que les premières cartes nommaient l'endroit Regio Gigantum, la terre des géants. J'ai vu la preuve qu'il existait un peuple de taille impressionnante qui a bien pu laisser croire aux explorateurs de l'époque qu'ils étaient des géants. Mais ce sont peut-être les légendes indigènes qui détiennent la clé de ces histoires de monstres aux grands pieds. Je retraverse la frontière pour me rendre dans la banlieue de Buenos Aires afin de rencontrer les gauchos et écouter ce qu'ils savent sur les géants de Patagonie. Le mot gaucho signifie nomade ou orphelin, quelqu'un qui n'a pas d'attache. Aujourd'hui, les gauchos sont toujours des nomades dans l'esprit. Ils traversent les montagnes argentines tels de véritables cow-boys. J'espère que l'attachement qui les lie à leurs ancêtres me sera utile et qu'ils pourront m'en dire plus sur les légendes des géants. Enchanté. Mon cheval aime gambader. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? On ramène les bêtes. Ah oui? Je peux vous aider? Oui, c'est par là. J'ai vu à quoi ressemblaient les boleadoras que les Tehuelche utilisaient pour chasser. Seuls les Amérindiens de la région employaient ces armes faites main. Au cours des siècles suivants, les gauchos ont appris à s'en servir et ont perpétué la technique de génération en génération. Les histoires de géants ont-elles été transmises par la même occasion? Allez, on avance les chiens. On s'arrête là? Oui, on s'arrête là. Bon travail. Sergio, ravi de vous rencontrer. Adolfo, enchanté. Enchanté. Je suis venu voir ça. Les boleadoras? Exactement. On va vous montrer comment on les lance. On devrait s'éloigner des bêtes pour être sûr. Vous allez m'apprendre. C'est vous l'expert? Je me débrouille. Pour ne pas blesser les animaux, les gauchos ont recruté une autre proie. Je voudrais vous présenter Paisa. Les boleadoras peuvent être très dangereuses. Paisa s'est donc couvert les jambes de protection. Bonne chance, Paisa. Prêt? Je me recule. On les fait tourner au-dessus de sa tête et on les lance avec précision. Elles s'accrochent autour des jambes de la proie, dans notre cas celle de Paisa. Touché! Bravo! Vous allez bien? Félicitations, vous n'êtes pas mort. Regardez-moi ça. C'est mon tour? Je peux essayer? Oui, oui, allez-y. Étant loin d'être aussi doué que Sergio, je n'ose pas les lancer sur le pauvre Paisa. Et je préfère m'entraîner sur un buisson. Comme ça?
J'y étais presque, hein. Je vais réessayer. Cette technique n'était utilisée que par les indigènes de Patagonie. Par là? Non? Non, là-bas. Tout droit? Bien que les Gauchos aient des ancêtres européens, la technique de ces armes leur vient directement de tribus amérindiennes, telles que les Tehuelche. Attention, buisson! Je leur demande s'ils connaissent des histoires de géants. Attention, je vais t'avoir! Adolfo dit qu'il a entendu ces légendes. On nous racontait l'histoire de créatures, de bêtes féroces dont ils avaient peur. De gros animaux? Des animaux effrayants. Gros comment? Il disait qu'il faisait près de 3 mètres. Ça, c'est grand. Très très grand. Ces géants étaient si terrifiants que les indigènes avaient fini par les incorporer à leur folklore et à leurs légendes. Ils disaient qu'une créature gigantesque et poilue errait dans la forêt, la nuit, et poussait des cris effroyables. Et puis ils racontaient également que ces géants possédaient une longue queue. Apparemment, leurs flèches ne pouvaient pas pénétrer dans la peau de ces animaux. Même les explorateurs venus en Patagonie disaient que leurs balles n'avaient aucun effet sur eux. On raconte toujours ces histoires chez les Gauchos? Oh oui, on les transmet de génération en génération. La légende est toujours vivante. Ces légendes seraient-elles vraies? Ces monstres à longue queue auraient-ils vraiment existé? Pour déceler le vrai du faux dans ces histoires, je me rends dans la ville côtière de Bahia Blanca, où je retrouve une paléontologue de renom. En ce qui concerne les animaux disparus, c'est l'une des plus grandes spécialistes du monde. Elle s'appelle Silvia Aramayo. Elle a passé plus de 10 ans à étudier et analyser des traces de créatures géantes. Elle dit avoir quelque chose de très intéressant à me montrer. Dites donc, il y a du monde ici. On entre? Oui, bien sûr, allons-y. C'est absolument incroyable. Je me retrouve devant une série d'empreintes de pas gigantesques, presque irréelles. Elles avaient été enterrées sous le sable jusqu'à ce qu'un gros orage ne révèle leur présence en 1968. Des collègues de Silvia, Teresa Manera et Roque Bianco, ont été les premiers à dire qu'il pourrait bien s'agir de fossiles antiques. Aujourd'hui, l'équipe de Silvia fait des moules de ces empreintes pour conserver une idée de leur forme et de leur taille. Je peux y mettre mon pied? Oui, allez-y, mais faites bien attention. C'est énorme. Ensuite, il est allé là-bas? Oui, sur la gauche. Ah. C'est colossal. Incroyable. C'est vraiment super. Je suis à la recherche des géants et c'est la première preuve concrète que je vois dans la nature. La terre des grands pieds. C'est ce que veut dire le mot Patagonie. Les explorateurs lui ont peut-être donné ce nom en se retrouvant face à des empreintes comme celle-ci. Quand est-ce que cette empreinte a été laissée? Quand? Eh bien, il y a 12 000 ans. Cela veut dire qu'il y a 12 000 ans, ici, il y avait de la boue. Oui, exactement, c'était de la boue. Et ces créatures géantes sont arrivées et elles ont enfoncé leurs pattes dans la boue? C'est ce que les paléontologues ont pu déduire grâce à la profondeur des empreintes. Leur forme donne une idée du genre de créature dont il s'agissait. Ce sont des empreintes de mégathérium. Mégathérium? Oui. C'est quoi, un éléphant? Non, c'est plus comme un paresseux terrestre. Un paresseux? Oui, exactement. Les paresseux de notre époque ont des empreintes quasi similaires. C'est pour cela que les scientifiques pensent qu'elles appartiennent à la même famille. Au fur et à mesure des découvertes d'empreintes, on a pu se faire une image plus précise de l'animal. Les paresseux, c'est comme ça. À quoi il ressemblait celui-là? Eh bien, regardez. C'est cette chose qui a fait ça, mais il est géant ce paresseux. Tout à fait, c'est un paresseux terrestre géant. Debout, il mesurait 6 mètres de haut et il pesait 5000 kilos. Imaginez une créature de plus de 3 fois ma taille et pesant 5 tonnes. C'est énorme. Il est tout couvert de poils. Oui, en effet. Il pouvait marcher sur 2 pattes? Il marchait debout, tout à fait. Une créature gigantesque marchant sur 2 pattes, exactement comme l'avaient décrit les Gauchos. Le colosse aux grands pieds qui a laissé ses empreintes n'était donc pas un mythe.
Dans un instant, j'irai voir l'immense squelette du géant patagonien, puis j'explorerai la tanière du monstre. On entre? Oui. Mes recherches sur les géants de Patagonie ont pris un virage étonnant. Les créatures que je recherche ne sont pas humaines. Je suis en quête du monstre dont parlent les légendes indigènes. J'ai d'ailleurs vu les empreintes d'une créature gigantesque. Pour avoir une véritable idée de la taille de l'animal, je me rends alors au musée de La Plata, près de Buenos Aires, où l'on peut voir un squelette de mégatherium reconstitué. Je suis impatient d'en apprendre plus sur ces géants. Je dois rencontrer la paléontologue en chef Susanna Bargo. Susanna? Bonjour, Josh. Enchanté. Enchanté. Vous allez bien? C'est chouette ici. Le musée très pittoresque de La Plata a l'une des collections les plus importantes et les plus anciennes de spécimens paléontologiques et d'histoire naturelle. Ce sont de vrais os? Oui, ce sont de vrais os. Ça, c'est un éléphant? Un éléphant. Est-ce qu'il y a des géants? Eh bien, les éléphants mis à part, nos vrais géants se situent dans la salle de paléontologie. Un mégatherium. Voilà notre géant. C'est lui qui a fait les empreintes que j'ai vues? Oui, exactement. Eh bien. Mégatherium americanum. Megatherium americanum. Aussi lourd qu'un éléphant et mesurant environ 6 mètres. Le Megatherium était un animal très imposant. Celui-ci n'est qu'un exemple parmi de nombreux squelettes retrouvés dans toute l'Amérique du Sud. Vous l'avez reconstitué debout, sur ses pattes, comme s'il marchait. C'est donc comme ça qu'il se déplaçait? Oui. On peut savoir à quelle époque il a vécu? Ces animaux ont vécu dans une période entre 2 millions d'années et il y a 10 000 ans. Jusqu'à il y a 10 000 ans? Tout à fait. Mais personne ne sait si les humains ont pu apercevoir ou avoir un contact avec le Megatherium. Les experts pensent qu'il est peu probable que les légendes indigènes soient basées sur ces créatures-là. Mais Susanna me raconte que les Amérindiens auraient pu voir un cousin de l'animal, le Mylodon. Il semblerait effectivement que le Mylodon puisse être le monstre légendaire des Amérindiens, la fameuse créature poilue qui parcourait la forêt la nuit en hurlant à la mort. Il se trouve que le musée dispose d'une peau de Mylodon. Attention, c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd. Oui, je vous l'avais dit. Cette peau a été retrouvée il y a plus d'un siècle, en 1895. À l'époque, elle avait créé la sensation car personne n'avait jamais rien vu de la sorte. Ça a dû être fabuleux de découvrir ça. Que se sont-ils dit quand ils l'ont trouvée? Ils étaient persuadés qu'elle appartenait à une espèce toujours en vie. Parce que le duvet semblait encore très frais, ils ont d'abord cru que l'animal existait toujours dans la région. Mais nous savons maintenant que cette peau avait appartenu à un Mylodon il y a 8 ou 10 000 ans. Ce pelage, épais et peu commun, semble tout à fait correspondre à celui des légendes indigènes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits morceaux d'os. Incrustés dans la peau? Oui, tout à fait. C'est dur. Ils avaient une vraie cuirasse en fait. Exactement. C'est intéressant parce que les gauchos parlaient d'une peau très dure. Oui. Les gauchos m'avaient raconté une rencontre étrange entre les Amérindiens et les fameux géants. Ils disaient avoir tiré des flèches sur ces bêtes énormes, mais au lieu de les blesser, les flèches avaient rebondi et étaient retombées sur le sol. En regardant cette peau osseuse, le récit me semble maintenant plus crédible. Susanna me dit que les Mylodons mesuraient autour de 2,20 mètres, ce qui est effectivement assez grand. Ces animaux seraient-ils le point de départ des légendes amérindiennes sur les géants de Patagonie? Je demande à Susanna si les Mylodons auraient pu exister entre l'époque des tout premiers hommes et aujourd'hui. Les scientifiques n'en ont pas eu la preuve, mais certaines personnes croient toujours à l'existence de ces animaux. Les Mylodons avaient tous les critères que je recherche. Ils se déplaçaient sur 2 pattes, ils étaient recouverts de fourrure, et du haut de leurs 2 mètres, c'était incontestablement des géants. Des scientifiques appelés cryptozoologues pensent qu'il est possible que le Mylodon existe encore à ce jour.
Je retourne du côté chilien de la Patagonie, dans la ville de Puerto Natales, pour rencontrer Charlie Jacobi, un journaliste, explorateur à ses heures et également cryptozoologue. Il vit et travaille à Londres, mais il en sait certainement plus sur le paresseux géant que quiconque en Amérique du Sud. Il me conduit dans une caverne en dehors de la ville, où l'on fit une découverte extraordinaire en 1895. On entre? Oui. On va voir les mylodons? C'est parti. Josh, je voudrais vous présenter le Mylodon. Enchanté. Un très bon ami à moi. Mylodon, Josh Mylodon. Cette réplique de taille réelle mesure 2,75 m. Il ressemble un peu à un mélange entre un ours polaire et un tamanoir. Oui, moi je dirais plutôt un hamster géant. Et il ne chassait pas l'homme? Non, pas du tout. Parce qu'on dirait vraiment qu'il va nous tomber dessus, hein. Oui, Et donc cette sculpture représente ce qu'on a découvert dans la caverne. exact. Il y avait un homme qui s'appelait Hermann Eberhard, qui avait acheté ces terres à la fin du 19e siècle. Un jour, il est venu jusqu'ici à cheval et il a trouvé une peau tout au fond de la grotte. La peau que j'ai vue au musée. Une sorte de fourrure carapace. Oui, avec les petits morceaux osseux. La peau était en si bon état que tout le monde a pensé que l'animal venait de mourir. Ça a électrisé la Grande-Bretagne édouardienne. Le pays s'est pris de passion pour les paresseux. Les journaux étaient fascinés. C'est ici que les gens venaient pour voir des paresseux de 9 pieds? 3 mètres. 9 pieds. 3 mètres. 9 pieds. Système US. Système métrique. Bon, d'accord. Plutôt que de nous battre, nous reprenons notre histoire où nous l'avions laissée. Le Daily Express avait un jeune journaliste prometteur qui jouait très bien au cricket et qui, d'après eux, ferait un très bon explorateur. Il s'appelait Esket Pritchard. C'était mon arrière-grand-père. Esket Pritchard, l'arrière-grand-père de Charlie, est arrivé dans la région en 1902, dans l'espoir de voir vagabonder un mylodon dans les vastes espaces de Patagonie. Il s'est même aventuré plus loin que n'importe qui dans les coins les plus isolés de la région, toujours à la recherche du mylodon. Aujourd'hui, Charlie veut continuer sa quête. Vous persistez, même si les scientifiques disent que l'animal s'est éteint depuis longtemps. Les scientifiques révisent constamment leur jugement dès lors qu'on leur apporte de nouvelles preuves. Charlie m'emmène dans le fond de la caverne et me raconte que les experts avaient d'abord conclu que les mylodons avaient disparu avant l'ère des hommes préhistoriques. Mais c'est ici qu'on a découvert que les mylodons et les hommes avaient vécu ensemble dans le même endroit. Pas dans la même grotte. Si, dans la même grotte. Comment ça? Vous voyez ce mur? Il a été construit par l'homme et on pense que derrière, on y gardait des mylodons. Étaient-ils leurs animaux de compagnie? De la nourriture potentielle? Les scientifiques ne sont pas certains. Ce qui est pratiquement sûr, c'est que les mylodons ne rôdent plus dans la région. Mais Charlie, lui, n'en est pas convaincu. Vous croyez que les scientifiques ont tort? La science se remet toujours en question, l'histoire également. C'est le côté magique de la chose. On pourrait donc découvrir un nouvel indice temporel sur la disparition de ces animaux? Tout est possible. Vraiment? C'est ça l'aventure, il faut chercher. Si on reste assis dans un vieux musée à se dire que c'est impossible, ça ne sert à rien. Il faut aller voir par soi-même. Quel genre de preuves avez-vous de leur existence récente? Eh bien, ce sont les mêmes preuves qui ont conduit mon arrière-grand-père à venir ici. Ce sont les histoires des indigènes qui disent avoir tiré des flèches sur ce cochon de pierre, comme ils l'appelaient, et qui ont vu les flèches rebondir. Charlie pense que si nous pouvions démontrer qu'une flèche rebondit sur la peau d'un mylodon, cela prouverait que les légendes amérindiennes n'étaient pas que des histoires. Il pense même que les mylodons existent encore aujourd'hui. On pourrait essayer de le faire, si ça vous dit. Ouais, je suis partant. Alors allons-y. Dans un instant, j'irai tirer des flèches sur un mylodon factice. Puis j'examinerai la bouche de ce paresseux préhistorique. C'est comme du chocolat. En recherchant les géants de Patagonie, je me suis retrouvé face à des empreintes fossilisées gigantesques. J'ai examiné le pelage d'un paresseux antique appelé mylodon et j'ai exploré la caverne où il vivait. Les histoires amérindiennes seraient-elles basées sur des faits réels? Pour le savoir, le passionné des mylodons, Charlie Jacobi, va m'aider à tenter une expérience. Nous nous rendons dans la ville de Puerto Natales. C'est le quartier général du mylodon. Cette ville? Oui. Les gens adorent les histoires de géants.
C'est peut-être l'une des raisons qui a poussé ces légendes à traverser les siècles. Regardez ça. Et cette fascination se renforce à chaque fois que quelqu'un dit avoir aperçu un mylodon quelque part en Amérique du Sud. Les histoires de monstres ne disparaîtront sûrement jamais. Trouvez-moi, trouvez-moi. On s'amuse bien, mais il est temps de repartir sur les traces des géants. Les histoires amérindiennes cachent-elles une vérité? Charlie arrivera-t-il à prouver qu'elles sont fondées sur des faits réels? Alors Charlie, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Eh bien, nous allons faire une simulation flèche contre peau de mylodon. Ah oui, d'accord. Vous allez adorer. Attachons bien la corde. Oui. Étirons la peau. C'est ce qui se rapproche le plus d'un pelage de mylodon. Ce sont 3 peaux de chèvre collées les unes aux autres avec une couche d'osselet dermique à l'intérieur. Une peau de mylodon pèse environ 2 kg par mètre carré. Oui, elles sont très épaisses. Oui, si vous la portiez sur vous, vous porteriez 45 kg supplémentaires. Et la raison principale, ce sont tous ces petits osselets à l'intérieur. Ah, j'ai compris. Vous avez mis des pierres entre chaque couche. C'est ce qui ressemble le plus à des osselets dermiques. Ce qu'on va faire, c'est prendre un arc et tirer des flèches sur la peau pour voir si cela correspond au récit des indigènes, si les flèches ne font que rebondir dessus. Ok, allons-y. C'est parti. Ça marche? Ça marche. Encore une fois. D'accord. Aucun mylodon n'a été blessé lors du tournage de ce film. Et voilà, fantastique. Regardez, pas de trou. Pas d'égratignure. C'est ce qu'on voulait. Quand on pense à tous ces gens qui dénigrent les histoires locales de flèches qui rebondissent, voilà une peau blindée qui nous vient du Pléistocène. Est-ce qu'il serait possible de retrouver un animal de cette taille aujourd'hui? Ça arrive de retrouver des spécimens d'une race éteinte? Oui, on en a trouvé plusieurs dans le monde. 2 espèces de cervidés en Asie, une au Laos et l'autre dans les montagnes de Birmanie. Même chose pour une race de bœuf. Et ici, en Amérique du Sud, on a retrouvé le pécari de Chaco, qui est un cochon de 50 kilos. Tous ces animaux étaient censés avoir disparu? Oui, ce sont des animaux qui vivent la nuit. C'est facile de les rater, alors c'est peut-être la même chose avec le mylodon. Vous pensez vraiment qu'on peut en retrouver? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Eh bien, j'ai quelques petites astuces scientifiques qui pourraient nous aider. Ça marche, je vous suis. Allons-y. C'est parti. Charlie m'emmène dans un laboratoire. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bouse de mylodon vieille de 10 000 ans. Elle vient de la caverne? Oui, celle où on est allé. Un gars qui se promène avec de la bouse, ça m'intrigue drôlement. Je sais que je suis fascinant. Les scientifiques appellent ce qu'il y a dans la boîte de Charlie des coprolites. En gros, de la bouse fossilisée. Il suffirait qu'elle soit en train de fumer pour qu'on se dise qu'elle est encore fraîche. Oui, ça ressemble à n'importe quelle bouse. Ça a bien dupé la communauté scientifique du 19e siècle. Ils ont cru que c'était frais? En effet, et puis 50 ans plus tard, 30 ans après la mort de Herskel Pritchard, ils se sont rendus compte que non, grâce au carbone 14. Cette bouse peut nous révéler bien plus que son âge. Charlie et moi allons faire un peu de scatologie médico-légale. Ça va être sympa. On va en prendre un extrait et on va regarder ce qu'il y a dedans. On va pouvoir en déduire l'endroit où le mylodon pourrait vivre aujourd'hui. Et comment on procède pour les examiner? On en casse un? Prenez un petit morceau, écrasez-le et mettez les petits bouts dans la coupelle devant vous. Comme ça? Oui, à peu près. Ah, mon Dieu, quelle horreur. C'est comme du chocolat. Bon, bah très bien. Mais c'est du chocolat. Je vais prendre ce morceau-là sans le manger, hein? Écrasez-le et posez tout dans la coupelle. J'écrase encore plus? C'est vrai que c'est pas très appétissant. Avec seulement 5 dents supérieures et 4 inférieures, les mylodons ne pouvaient pas mâcher correctement leur nourriture, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je vois qu'il y a énormément de fibres. Oui, c'est de l'herbe. On peut savoir tout ce qu'il a mangé?
Oui, ça a été envoyé dans un laboratoire scandinave. Ils les ont nettoyés et ont fait des analyses ADN. Ils ont trouvé de l'herbe, des feuilles de buisson, ce genre de choses. On va utiliser ces informations pour savoir quelles plantes, quels minéraux et quel climat il y avait il y a 5 ou 10 000 ans quand le Mylodon vivait dans le sud du Chili. Et on va partir de là pour savoir où il pourrait vivre maintenant. Grâce à la bouse, les scientifiques ont conclu que les Mylodons mangeaient des herbes comme celle-ci. Voilà cette herbe. Elle s'appelle Marsipospermum. Marsipospermum. Et on sait qu'elle pousse dans un endroit qu'on appelle les Landes de Magellan. Ce sont des plantes qui existaient il y a 10 000 ans. Oui, en effet. On en retrouve dans les coprolites et on sait qu'elles existent toujours. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Eh bien, on va repérer où ça se trouve sur la carte et on va faire la même chose avec le climat et avec les minéraux qui étaient nécessaires à la vie des Mylodons. On prend cette carte, on va faire des repères en vert. Comme on sait que ces plantes se trouvent dans les hauts plateaux d'Amérique du Sud, on va colorier cette région ici, les Landes de Magellan. Ensuite, ça veut dire que si les Mylodons vivaient encore en Amérique du Sud, ce serait dans cette région, oui, là où ils pourraient manger leurs plantes? Exactement. Il n'y a que là-bas qu'on trouve ces plantes. En utilisant la même technique, Charlie colorie une deuxième carte pour montrer là où on pourrait retrouver les minéraux présents dans la bouse. Il prend ensuite une troisième carte pour définir le climat qui conviendrait aux Mylodons aujourd'hui, les hauts plateaux du Brésil, de Guyane et des Andes. On a le climat, on a les minéraux, on a les plantes, et maintenant, rassemblez les cartes et vous verrez ce que ça donne. Je vous laisse faire. Première carte, les plantes, la deuxième, les minéraux, on les aligne bien. Et la troisième, le climat. Le climat. Il nous faut l'intersection des trois. Exactement. Ici. Parfaitement. C'est une ville nommée El Calafate, au pied du glacier Perito Moreno. Un endroit qui était très isolé jusqu'au siècle dernier. C'est là qu'est allé votre arrière-grand-père? Oui, lui, il suivait les légendes des Andes. Nous, on s'y est pris différemment et on a atterri au même endroit. Allons-y. C'est juste là. À suivre, nous partons à la poursuite des Mylodons. C'est un endroit qu'on peut explorer sans danger? Non, il peut y avoir des dangers. J'ai voyagé jusqu'aux terres les plus reculées de notre planète pour enquêter sur le lien entre la Patagonie et des siècles d'histoire de géants. J'ai vu des indices prouvant l'existence d'une créature énorme. J'ai tiré des flèches sur une peau de Mylodon. Et j'ai examiné des fossiles de bouse préhistoriques pour savoir où on pourrait retrouver ces animaux aujourd'hui. Charlie et moi partons pour El Calafate, en Argentine. Escad Pritchard s'était appuyé sur les légendes et il était arrivé au même endroit. Nous, c'est la science qui nous y a conduits. Et en avion, le voyage est beaucoup plus rapide. Vous pensez peut-être que partir à la recherche d'un animal préhistorique n'a pas beaucoup de sens et que Charlie et moi sommes fous. Mais il se trouve qu'on retrouve régulièrement des animaux disparus partout dans le monde. Ici, en Patagonie, la question est de savoir si l'un de ces paresseux géants existe encore. Et il n'y a qu'une façon de le savoir. On va bien s'amuser. Voici le capitaine. Charlie et moi avons atteint la pointe sud des Andes et nous sommes en route pour l'un des plus grands glaciers du monde. C'est la terre des Mylodons. Cette même terre que l'arrière-grand-père de Charlie avait rejoint. Il a exploré tout ce qu'on voit là-bas, derrière et tout autour de nous. Il a été surpris par une tempête sur ce lac pendant 30 heures. Le vent se lève extrêmement vite par ici. Il a exploré tous ces endroits de fond en comble? Il était le deuxième ou le troisième à venir. Et puis il s'est enfoncé dans les Andes comme personne. Voilà le glacier. Oui, c'est ça. Le glacier Perito Moreno est l'un des plus étendus du monde. La glace y est si solide que des semaines entières sous une chaleur de 20 degrés ne l'affectent pas particulièrement. Ce glacier s'étire profondément dans les Andes et aboutit dans des endroits extrêmement reculés. Certaines poches n'ont pas encore été explorées, j'imagine.
En effet, il y a des coins dans les Andes que l'homme n'a pas encore foulés. C'est un endroit qu'on peut explorer sans danger? Non, il peut y avoir des dangers. Ah bon? Il y a des blocs de glace qui peuvent s'effondrer. Il y a de la glace sous l'eau qui peut remonter n'importe quand et renverser le bateau. Sans compter les icebergs qu'il y a partout. Une catastrophe à la Titanic peut arriver à n'importe quel moment. Génial! Allons-y. Ok. C'est parti. On se place à l'avant du bateau pour mieux voir ce gigantesque massif de glace. Regardez ça. Fantastique. Un mur d'eau glacée de 60 mètres de haut, existant depuis des milliers d'années, se présente devant nous. On se sent particulièrement petit. C'est l'un des spectacles les plus impressionnants que j'ai vus de ma vie. Mais Charlie brise ce moment magique en me disant qu'il y a une malédiction. La plupart des gens qui ont fait des recherches sur le Mylodon par ici sont morts avant 50 ans. Moi, ça ne m'inquiète pas, mais... Vous avez quel âge? Moi, la trentaine. Moi aussi. On a encore 10 ans, c'est bon. Et vous avez attendu qu'on soit arrivé jusqu'ici pour me le dire? Pardon. Eh ben alors? Malédiction ou pas, ma mission est de savoir si oui ou non le Mylodon existe encore aujourd'hui. Nous nous dirigeons alors vers le glacier, car Charlie souhaite me montrer le monde caché où le paresseux géant pourrait toujours rôder. C'est ici que s'arrête la terre des humains et où commence le glacier. Derrière, il y a un véritable monde perdu. On devrait aller voir. Ok, on y va. Charlie a demandé à 2 guides de venir nous faire découvrir le glacier. Salut. Alors, voilà Cuny. Bonjour Josh. Enchanté. Enchanté. Bonjour Josh. Et Martin. Avant de s'aventurer sur les pentes glissantes du glacier, nous devons nous équiper de crampons, des pointes en métal fixées sur nos chaussures. Sans eux, nous ne pourrions pas nous déplacer sur la glace. Allez, suivez-moi. C'est parti? Ok. Étrange façon de marcher, non? C'est vrai. C'est une grande pente, attention aux crevasses. Elles sont profondes? Assez pour qu'un Mylodon ne puisse pas s'en extirper. Approcher le glacier par bateau est dangereux, car des blocs de glace peuvent se détacher soudainement. Mais on me dit que marcher sur le glacier est beaucoup moins risqué. À tel point qu'on nous a laissé venir sans matériel spécial d'expédition. Regardez un peu comme ils sont équipés. Sac à dos et matériel d'escalade. Et vous, c'est comme si vous alliez observer les oiseaux. Cette immense masse de glace couvre une surface de plus de 400 km², formant une barrière naturelle entre les régions peuplées en contrebas et les lointaines montagnes en amont. Comme la glace fond continuellement, l'aspect du glacier change chaque jour. Bon, j'ai vu ça dans tous les films d'Hollywood. À mon tour. Oh là là, quand même, regardez. Je pensais pas que c'était si profond quand j'ai sauté. Jusque-là, ça n'a pas été très dur. Mais pour rejoindre les montagnes de l'autre côté, le chemin est long et difficile. Nous sommes près de la frontière chilienne et nous ne pouvons pas prendre d'hélicoptère jusqu'à ces fameuses montagnes, car il est interdit de survoler la région. Charlie m'amène donc jusqu'à l'endroit le plus proche de là où pourrait vivre le Mylodon. Vous voyez, quand je parlais du monde perdu? La montagne qu'on voit au loin derrière le glacier? Oui, un monde perdu où il y a tout ce qu'il faut pour le Mylodon. 2 glaciers de part et d'autre, une grande réserve d'eau, ainsi que les plantes et les minéraux adéquats. Ça pourrait vraiment être le bon endroit. Le voyage a été long, mais j'ai découvert des choses incroyables. J'ai eu la preuve de l'existence d'humains extra larges ayant intimidé les explorateurs. J'ai vu des empreintes prouvant que la légende des créatures aux grands pieds était basée sur des faits réels. Et puis j'ai visité une caverne où les hommes préhistoriques avaient vécu côte à côte avec des animaux géants. Ces fameux Mylodons, seraient-ils encore en vie aujourd'hui? De nombreuses espèces ont été redécouvertes lors des dernières années. On ne peut pas exclure la possibilité que les vastes étendues désertes de Patagonie cachent toujours le géant aux grands pieds. Le mystère demeure.